Alors, aujourd'hui, on va plonger dans une histoire absolument incroyable. On va parler de ce qui est peut-être la supercherie la plus réussie, la plus monumentale de tous les temps, les fausses décrétales. Imaginez un peu le truc. Et si l'un des piliers de notre droit, du droit occidental, était en fait un fake complet? Une invention de toute pièce. Pensez-y, un ensemble de lois qui a façonné l'Europe pendant des siècles, qui a dicté les rapports de force entre l'Église, les rois. Et si tout ça reposait sur un mensonge? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas une fiction. Pendant plus de 700 ans, ça a été le cas. Une tromperie, mais alors une tromperie tellement bien ficelée, tellement parfaite qu'elle est devenue la loi. Et personne pendant 7 siècles n'y a vu que du feu. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce possible? Comment une imposture d'une telle ampleur a-t-elle pu non seulement exister, mais carrément façonner le cours de l'histoire pendant si longtemps? C'est ce qu'on va décortiquer. Pour se rendre compte, regardez un peu cette frise. Tout commence vers 850, avec la création du faux. Ensuite, il faut attendre 1140 pour que le mensonge devienne officiellement la loi. Et les premiers doutes, ils n'arrivent que dans les années 1430. Et encore, il faudra attendre 1628 pour que l'imposture soit définitivement prouvée. C'est juste énorme. Des générations et des générations ont vécu, sont mortes, en croyant à ces textes. Et le plus fou, c'est comment la supercherie a été découverte. La preuve, elle était presque trop simple. En 1628, un érudit, David Blondel, a remarqué un truc impossible, un anachronisme flagrant. Dans ces vieux textes, les papes des premiers siècles citaient la Bible. Mais il l'a citée dans une version, la Vulgate, qui n'a été écrite qu'au IVe siècle, bien après leur mort. C'est comme si on trouvait un manuscrit de Jules César qui parlerait de son compte Instagram. C'était la preuve irréfutable. Le pot aux eaux roses était découvert. Ok, donc on sait que c'est un faux. Mais ça, c'est que la moitié de l'histoire. La vraie question, la question à 1 million, c'est qui? Qui a bien pu monter une arnaque pareille? Et surtout, quel était le but? Pourquoi prendre un risque aussi énorme? Pour trouver la réponse, il faut remonter le temps. Direction le 9e siècle, en plein cœur d'une lutte de pouvoir sans merci. On est en plein milieu des années 800. L'immense empire de Charlemagne est en train de se déliter, de se fracturer. Et au milieu de ce chaos politique, l'Église est elle aussi en pleine crise. Il y a un groupe de réformateurs qui essayent, par tous les moyens, de protéger l'Église des nobles, des seigneurs, qui n'arrêtent pas de piocher dans ses terres et de se mêler de ses affaires. En gros, on a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, les réformateurs de l'Église, leur but, protéger les richesses de l'Église, donner plus de pouvoir aux évêques et centraliser tout ça sous l'autorité du pape à Rome. Et de l'autre côté, la noblesse. Eux, leur agenda est simple. Mettre la main sur les terres de l'Église, nommer et contrôler les évêques de leur région, bref, garder le pouvoir. C'est un véritable bras de fer, un choc frontal. Et puis arrive le point de rupture, la goutte d'eau. C'est en 846, au synode d'Épernay. Les réformateurs jettent leur dernière force dans la bataille. Ils proposent des lois pour protéger l'Église. Et là, c'est le mur. La noblesse, avec le soutien du roi, bloque absolument tout. Échec total. Pour les réformateurs, c'est clair. La voie légale, c'est fini. C'est une impasse. Et c'est là, dos au mur, que germe une idée complètement folle. Une idée à la fois géniale et totalement malhonnête. Le raisonnement c'est, la loi actuelle ne nous aide pas, elle est bloquée, alors, si on en inventait une plus ancienne, une loi qui viendrait des temps immémoriaux, des tout premiers papes, des plus respectés? L'idée, c'est de fabriquer de faux documents pour donner à leur réforme le poids d'une autorité que personne n'oserait contester. Alors, comment on s'y prend pour fabriquer des faux aussi convaincants? Parce que là, attention, on ne parle pas d'un petit bidouillage, c'est du grand art. Le secret de leur réussite, c'est leur méthode, qu'on appelle la méthode de la mosaïque. C'est ça qui est génial. En fait, ils n'ont presque rien inventé de A à Z. Non, ils ont été bien plus malins. D'abord, ils ont rassemblé une tonne de documents authentiques. Des textes de droit romain, des passages de la Bible, de vraies lettres de pape. Ensuite, ils ont tout découpé, un vrai puzzle, des milliers de petits fragments, de phrases. Puis ils ont tout réassemblé, ils ont tissé ces fragments ensemble pour créer des textes complètement nouveaux. Et au milieu de tout ça, hop, ils glissaient discrètement les nouvelles lois qu'ils voulaient introduire. Le tout était ensuite attribué à un pape mort depuis des siècles. Le résultat était bluffant de réalisme. Ils n'ont pas chômé. Entre 847 et 852, c'était une véritable usine à faux. Leur chef-d'œuvre, bien sûr, ce sont les fausses décrétales, conçues pour booster le pouvoir des évêques et de Rome. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont aussi fabriqué les faux capitulaires pour faire croire que les grands empereurs comme Charlemagne étaient de leur côté. Et même les capitula angiroamni, une sorte de code de procédure pénale pour protéger le clergé. C'était un véritable arsenal juridique qu'ils ont monté de toutes pièces. Bon, fabriquer des faux, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde y croit? Comment ce mensonge a-t-il pu devenir la loi?
Ça ne s'est pas fait en un jour, évidemment. Au début, dans les années 850, il y a eu des sceptiques, comme le très puissant archevêque Hincmar de Reims, qui a flairé l'arnaque. Mais petit à petit, le vent a tourné. Un premier tournant, c'est quand le pape Nicolas Ier, dans les années 860, commence à les utiliser prudemment dans des disputes juridiques. Ça leur a donné un sacré cachet. Ensuite, au XIe siècle, la grande réforme grégorienne s'en empare et les utilise à tour de bras. Mais le coup de génie, le coup de grâce, c'est vers 1140. Un juriste du nom de Gratien compile le décret, qui va devenir la référence absolue du droit de l'Église. Et dedans, il intègre des centaines de passages des fausses décrétales. C'était fait. Et à partir de là, c'était terminé. Le débat était clos. Au XIIe siècle, plus personne ne remettait en question ces textes. Le faux était devenu la loi, la vérité. C'était gravé dans le marbre juridique de toute la chrétienté occidentale. Alors, au final, quel bilan on peut tirer? Quel a été l'impact réel de cette imposture absolument monumentale sur le cours de l'histoire? C'est là qu'il faut être un peu subtil. Il y a un mythe qui dit que ces faux pères ont carrément créé le pouvoir absolu des papes. La réalité est un peu différente. Non, ils n'ont pas tout inventé. La tendance à la centralisation du pouvoir, à Rome, elle existait déjà. En revanche, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont accéléré ce mouvement de façon spectaculaire. C'est comme s'ils avaient mis un moteur V12 dans une voiture qui avançait déjà. Ils ont donné à la papauté des arguments juridiques en béton armé, soi-disant vieux de plusieurs siècles, pour justifier et imposer son autorité. Et les conséquences concrètes, elles ont été énormes et durables. Par exemple, grâce à ces textes, un simple évêque pouvait désormais faire appel directement au pape sans passer par son supérieur l'archevêque. Ça a complètement changé les rapports de force. Ça a aussi permis de limiter le pouvoir de ces grands archevêques régionaux. Ça a blindé juridiquement les propriétés de l'Église, les rendant quasi intouchables. Et ça a mis en place des règles très strictes pour protéger les prêtres et les évêques contre les accusations. Bref, ça a complètement redessiné la structure du pouvoir dans l'Église. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si un mensonge, un faux, une fois qu'il est accepté par tout le monde, peut devenir la réalité, peut façonner les lois et les institutions pendant des centaines d'années, ça pose une sacrée question sur la nature même de l'autorité. Au fond, sur quoi elle repose? Sur la vérité factuelle, historique, ou est-ce qu'elle repose simplement sur ce qu'une société, à un moment donné, décide collectivement de croire? Ça laisse songeur.